Hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. L'étoile et le jasmin. Bonjour. Bonjour Abnous Chalmani. Bonjour Mayenne Aoum. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que vous êtes débordés, ça marche vraiment là. Alors non, je parle pas du tout de la pétroleuse, de la laïcité, etc. Non, pas du tout. Je parle de la romancière. Et cette romancière-là, elle nous revient. Alors, ce qui est formidable, c'est que j'ai vu que quand vous rentrez chez Radio J, vous êtes chez vous. Hein. C'est vrai, je suis bien. Vous êtes vraiment chez très vous. Bien c'est très accueillie, difficile. c'est très agréable. C'est très difficile de vous faire rentrer dans le studio. Bon, alors comme je disais, on vous connaît évidemment journaliste à l'Express, chroniqueuse chaque soir sur les partis pris de LCI. On vous voit aussi sur I24, mais bon, comme je le disais, c'est l'écrivain que je reçois aujourd'hui. Alors je sais, tout le monde le dit, mais vous détestez qu'on dise écrivaine. Alors donc je vais m'aligner. De toute façon, moi j'aime pas. Moi je dis auteur, moi. Je dis auteur, c'est pas mal auteur. Et auteur, c'est très joli, je trouve. Oui, mais auteur, ça peut être je ne sais pas, écrivain. Il y a le. Oui, mais le auteur, geste, ça s'autorise. Oui, mais il y a le geste d'écrire dans écrivain, je trouve. Ouais, mais dans auteur, il y a autorise. Ouais, c'est vrai. Oui, Allez, on va dire les deux. Donc, on a lu de vous Khomeini, Sade et moi. Ça, c'était en 2014, je crois. Oui. Les exilés meurent aussi d'amour et c'est en poche. J'ai vu qu'il était en poche. Donc, voilà, c'est pas cher, on peut l'acheter. Et l'éloge du métèque. Tout à fait. Adoré. Vous l'aviez reçu ici même. Absolument. Eh bien, l'éloge du métèque est aussi en poche. Donc, on peut acheter les poches pour les vacances de février, on va dire. Voilà. Donc, là, on a affaire à un livre que moi, j'adore. Parce que c'est du Abnous Chalmani, mais alors du diamant pur. Pourquoi ? Ça s'appelle J'ai péché, péché dans le plaisir. Et c'est toujours aux éditions Grasset. Alors, en couverture, je montre à la caméra. En couverture, on voit les fesses dont tout le monde disait, mais c'est Simone de Beauvoir. Eh ben non, c'est pas Simone de Beauvoir, c'est les fesses de Marie de Régnier. Exactement, photographiées par Pierre-Louis dans leur garçonnière, avenue Carnot en 1897. Bravo. Écoutez, c'est extraordinaire cette ressemblance avec l'autre. Oui, c'est vrai, j'avoue que j'y ai pas du tout pensé. J'ai pas une grande passion pour Simone de Beauvoir en tant qu'être humain, je la trouve assez odieuse. Évidemment, ses livres. Après, moi, je suis l'une des rares à adorer Les Mandarins, qui est son roman où je trouve que tout est dit. Et j'ai pas du tout pensé. Ça fait tellement longtemps que je vis avec Marie de Régnier, en l'occurrence depuis l'âge de 13 ans, depuis que je l'ai découverte, qu'elle supplante toutes les autres. C'est que c'est une femme d'exception. Et comme jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de femme réelle ou imaginaire qui lui arrivait à la cheville. Alors, justement, ce roman où il est question de Marie de Régnier, c'est un roman choral. Ce mot est un peu simple, mais je vais quand même l'employer. C'est un roman choral parce que non seulement il met en scène deux femmes, mais il met en scène deux époques. Et ça, c'est la force de votre construction que vous savez, j'ai adoré. La première, donc, c'est Marie de Régnier. Et 50 ans plus tard, c'est Forough Farrokhzad. Et alors là, ce qui est génial, c'est qu'elle est poète iranienne. Vous allez nous en parler longuement. Vraiment, vous nous la faites découvrir. Moi, je ne savais même pas qu'elle existait. Marie de Régnier, si, parce que quand on était petit, on apprenait les poésies de Henri de Régnier et de son père, José Maria de Heredia, comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal. Voilà. Alors, ces mots, pour tout le monde, ça dit quelque chose. Marie de Régnier, c'est la fille de José Maria de Heredia et la femme de Henri de Régnier. Mais alors, votre poétesse iranienne, personne n'en a jamais entendu parler chez nous. Alors, deux époques, 50 ans avant Marie de Régnier, ensuite, on passe en Iran. Racontez-nous un peu cette conjugaison. Oui, je voulais, en fait, ça s'est imposé. C'est comme je pense que tout roman s'impose un jour à l'écrivain. Je suis donc, étant une grande passionnée de la Belle Époque, de Pierre-Louis, de Marie de Régnier. Depuis l'âge de 13 ans, je découvre, durant le confinement en 2020, une interview de Forough Farrokhzad. Je connaissais parce qu'elle hante la psyché de tous les Iraniens là-bas
et en exil ici et ailleurs. Donc j'entendais ses poèmes, mais je ne m'étais jamais penchée sur elle. Je découvre qu'elle a donné une interview en 1956 où elle dit que pour elle, le livre qui ne la lasse jamais, pour elle c'est tout, c'est les chansons de Billy Tees de Pierre-Louis. Là j'ai une espèce de coup en me disant d'abord de possession, Pierre-Louis est à moi, d'où tu touches à mon Pierre-Louis à moi. Donc je creuse, j'en parle avec mes parents, oui c'est possible, c'est la femme de Chamlou, grand poète des années 50, iranien, sa femme adorait la poésie française, elle traduisait Anna de Noailles, c'est possible qu'elle ait traduit Pierre-Louis. Effectivement, ils avaient raison, et très rapidement, j'ai toujours voulu raconter Marie, etc., mais je voulais être à la hauteur de cette passion et cette admiration que j'ai pour cette période-là, qui a été un moment extrêmement important dans ma vie personnelle, la manière en me frottant à la Belle Époque, en la découvrant, en l'apprenant, je me suis approprié la France, c'est vraiment une période importante, je voulais pas faire n'importe quoi. Et d'un coup, Fouloug arrive, et je me dis, avec Fouloug, je peux raconter ces deux femmes-là, l'une soutenant l'autre, l'autre soutenant l'une. Il y a quelque chose de narratif, et je me dis, la fiction me donne cette possibilité, justement, de raconter deux espaces-temps sur le même plan, grâce à la fiction. Et ça, c'est aussi ce livre une ode à la fiction, puisque le personnage qui fait le lien entre les deux, c'est Cyrus, dit la tortue, que Fouloug Farrokhzad surnomme comme ça, qui est un universitaire, passionné de la Belle Époque, passionné de poésie française, francophone et francophile, qui est fou amoureux d'elle avant même de la connaître, mais en fait, il est déjà fou amoureux de Marie, et Fouloug en est la continuation, et lui va lui raconter la Belle Époque, Pierre-Louis, Marie de Régnier, et va devenir comme son dealer de liberté, et elle va aller s'abreuver à cette liberté-là, et c'est ça, j'imagine, qui lui donne la force de continuer à transgresser la poésie persane et à devenir ce qu'elle est. C'est-à-dire, ce qu'a fait Fouloug Farrokhzad, c'est de prendre la poésie classique persane, qui est très connue, c'est Omar Khayyam, c'est Hafez, c'est une poésie où il y a un A majuscule à amour, un V majuscule à 20. Fouloug, à 16 ans, commence à écrire. Elle arrive, elle retire les majuscules. Elle retire l'amour à Dieu, elle le redonne aux hommes, et le 20 n'a plus de majuscule. Quand le 20 dans un verre tremble, c'est parce que le lit tremble, parce qu'on y fait l'amour. Oh là là. On est en 1954, c'est exceptionnel. Et le désir féminin. Et je pense que ce qu'il a accroché avec Pierre-Louis dans les chansons de Billy Tees vit sur l'île de Lesbos, c'est un personnage inventé par Pierre-Louis qui a été un canular, et elle raconte ses ébats, ses amours, ses désirs, ce qui reste du désir quand l'amant part, etc. Et je pense que quand elle découvre cette poésie-là, ça lui donne comme une autorisation. Elle s'inscrit dans une histoire pour dire, eh bien, moi aussi, je peux dire le désir féminin. Elle va le dire, mais avec une transgression extraordinaire. Donc, Fouloug fait ça, humanise la poésie persane en gardant la forme classique et s'impose, c'est-à-dire on se bouchait le nez, on l'a traitée de pute, mais on ne pouvait que la respecter. Je veux dire, combien de femmes poètes ont eu droit à une anthologie de leur poésie à moins de 30 ans ? Oui. Elle s'est imposée par la force de ses vers, et ça, dans une période où les femmes n'avaient pas de droits civiques, politiques, culturels, c'est extraordinaire. Et Marie de Régnier, 50 ans avant, dans la Belle Époque française, où pareil, les femmes n'avaient pas droit, a fait exactement la même chose. Oui, mais la Belle Époque était une époque assez saphique. Il y avait, enfin, on n'avait pas de... mais alors c'est ça qui est toujours cette chose pareille. La Belle Époque, c'était cette période très qu'on a toujours cette vision très libre, etc. Mais il n'empêche que tout était cadenassé. C'est que Marie de Régnier a vraiment transgressé. C'est que il y avait des courtisanes, mais l'épouse ne devait pas accéder à la jouissance. C'est l'épouse devait rester dans l'ignorance, parce que déjà dans tout le discours bourgeois institutionnel, la jouissance c'est la liberté. Donc on prend des maîtresses pour les faire jouir et pour prendre son propre plaisir. Une épouse doit rester dans l'ignorance. Et ça, c'était des choses écrites. C'était une femme qui connaît le plaisir est une femme dangereuse pour le foyer, pour la patrie, pour l'avenir de la France. Ça prenait des proportions. Donc Marie, en épousant un homme qu'elle n'aime pas, en passant un pacte avec lui en lui disant « je t'épouse parce que j'aime mon père et que tu vas éponger ses dettes, mais tu ne me toucheras pas », et il ne la touchera jamais. Et c'est Pierre-Louis qui va la fidèle. toucher. Et c'est Pierre-Louis qui va la toucher, le fils qu'elle aura, qui sera déclaré, c'est-à-dire qu'elle appellera Pierre, Pierre-Marie-Henri de Régnier, dit Tigre. Donc en plus, elle l'assume à l'état civil, le fait que le fils, qui a le nom du mari, a le prénom de l'amant et qu'il est le vrai père. Alors,
Vous disiez tout à l'heure que votre roman est un vrai, c'est l'ode à la fiction, et c'est vrai que c'est l'ode à la littérature, parce qu'en fait, autant Forough était une extraordinaire poète, elle a vraiment laissé une empreinte dont vous allez nous parler dans l'Iran d'aujourd'hui, mais Marie de Régnier n'a pas laissé d'œuvre vraiment très conséquente. Et en fait, vous dites à un moment d'ailleurs que quand on choisit la vie, enfin vous dites, je sais pas, je vous paraphrase, c'est ou alors on choisit la vie ou alors on choisit la littérature. Mais en tous les cas, Forough, elle a choisi la littérature. Elle meurt très jeune d'ailleurs dans un accident de voiture. Bon, vous le dites très vite, donc il y a pas de suspense. Elle meurt à quoi, 30 ans 32 ans. 32 ans. Alors que voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pensez vraiment qu'on choisit soit la vie, soit la littérature. Chez vous, c'est compliqué parce que vous choisissez les deux. Hein. Mais je fais dire ça. C'est une séquence dans le livre où la tortue qui n'en peut plus, parce que Forough, ils sont amants et Forough ne peut pas le voir parce que quand elle va le voir pour avoir accès à la Belle Époque, ce qu'elle voit, c'est Pierre-Louis, c'est Marie de Régnier, c'est un autre temps. Elle ne le voit pas lui. Et donc, elle ne peut pas aimer quelqu'un qu'elle ne voit pas, même si il sera l'homme qui lui sera le plus fidèle sur les 12 dernières années de sa vie. Et à un moment, elle l'engueule en disant « Jamais tu me raconteras ». Et lui, qui est son soutien le plus absolu, il le vit mal. Et donc, il lui dit « Mais je n'ai pas d'ambition ». Et quelque part dans son regard, il voit le dégoût de cette femme qui souffre de l'ambition des autres, de la jalousie des autres, mais qui ne peut pas s'empêcher de regarder cet homme qui n'a pas d'ambition, qui est en face de lui. Elle ne peut pas l'aimer, même elle en est dégoûtée de son impose d'ambition. Et il veut se venger, quelque part, tout amoureux, à un moment aussi amoureux soit-il, ça le chatouille, il a envie de lui faire mal, et c'est là où Forough, elle se marie à 16 ans, c'était son choix, on ne lui a pas imposé le mariage, c'est elle qui a voulu se marier, elle a un fils, elle divorce à 20 ans, et en divorçant à 20 ans, le mari, pour se venger, en gros, l'empêche d'accéder à son fils, donc elle ne verra pas son fils, qui sera une source de malheur. Et il va appuyer sur ça, la torture, en lui disant, en gros, tu es une grande écrivain parce que tu as une inspiration de malheur, parce que tu as ce truc. Marie a choisi la vie. Et Marie, le seul roman qui aurait peut-être tout ce qu'il avait lu, le roman a été détruit, sa famille ne l'a pas laissé le publier, ça devait être son chef-d'œuvre, et elle le dit même dans une lettre à une de ses confidentes, Madame Bulto, Marie le dit, elle sait que c'est son chef-d'œuvre, mais elle le dit, même c'est extraordinaire avec Marie de Régnier, c'est que même dans sa correspondance, on lit ses éclats de rire. Elle éclate de rire et dit oui, mais moi j'ai envie de vivre. J'ai une pulsion de vie. La pulsion de vie chez Marie de Régnier, qui est une pulsion de sensualité, de vie, est incommensurable. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne s'est jamais arrêtée d'écrire, que ce soit de la poésie. Elle est venue très rapidement au roman avec l'Inconstante qui raconte son histoire d'amour avec Pierre-Louis. Écoutez, l'ayant lu, il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui ne valent pas la Marie de Régnier d'hier. Après, elle n'a rien révolutionné, au contraire d'une Forough. Mais jusqu'à son dernier jour, et puis Marie de Régnier aussi, une femme qui publiait dans le Figaro, elle avait une chronique. À l'époque, on était encore dans l'époque où ça ne se faisait pas de faire de la littérature et du journalisme. Elle a transcendé, elle a fait de la pub pour le vin Mariani, qui était du vin mélangé à du coca, qui était donc de la cocaïne. Elle en a fait de la publicité, c'est une des premières à faire de la publicité. Et elle était intellectuellement extrêmement vivace. Et puis ça a été une femme d'influence. Outre le fait qu'elle a été la première femme à avoir le prix de l'Académie française en 1918, le prix féminin d'aujourd'hui, elle a fait partie du premier jury de ce prix. D'ailleurs, elle donnait le prix exclusivement à ses amants. Et comme ils étaient nombreux, ça faisait beaucoup de la littérature française de l'époque. Alors évidemment, dans votre livre, on croise toutes ces femmes extraordinaires. On croise Colette, bien sûr. On croise Liane de Pouilly. Elles ont partagé une maîtresse, voilà, Georgie Raoult-Duval. Elle lui a piqué. Marie de Régnier a piqué la maîtresse de Willy et de Colette. Voilà. Ouais. On croise aussi Nathalie et Clifford Barnet, évidemment. Mais je voulais revenir aussi sur un détail, c'est vous parlez de Forough comme si c'était un personnage très important aujourd'hui en Iran, dans cet Iran détestable. Voilà, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'elle représente? Parce qu'il y a une scène incroyable dans votre livre que je ne vais pas raconter, de la tortue qui va au cimetière. Et voilà. Je ne vais pas la raconter parce qu'il faut acheter ce livre et le lire parce que la scène est magnifique. Mais alors, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Alors, c'est pareil, les mollahs, les barbus et les corbeaux arrivés au pouvoir en 1979 n'ont pas réussi à interdire la poésie classique. Omar Khayyam, Hafez sont
toujours en vente. Et sont lus et sont appris par cœur, même par des mollahs. Et ils n'ont pas réussi à changer le calendrier, qui est toujours le calendrier zoroastrien, avec les fêtes païennes qui sont le Nowruz, Shab Yalda, etc. Foulouk fait partie de ça. Ce qu'ont fait les mollahs par rapport à Foulouk, qui sent quand même le soufre, c'est ils ont rajouté, ils ont remasculisé le A et le V du vin. C'est-à-dire c'est comme ça que des islamistes peuvent encore réciter Foulouk, parce qu'ils l'ont, comme la forme est classique, ils ont repris, ils ont fait ils ont retourné sa transgression. Donc maintenant, quand ils récitent du Foulouk, c'est comme s'ils récitaient du Omar Khayyam, l'amour est divin, le vin est mystique, donc l'honneur est sauf. Et ça, c'est dramatique. Mais il n'empêche que Foulouk est tellement parce que même à l'époque, dans les années 50, elle a pris très très cher. Très très cher. On l'a traînée dans la boue, elle était infréquentable, on la lisait, on la célébrait, mais on ne la fréquentait pas. Elle était isolée, alors elle avait des amants, elle montait sur scène, elle était comédienne, elle produisait, elle montait, elle faisait des films. Elle était partout, elle était extraordinairement partout. On la suivait, on la détestait, mais on la suivait. Parce qu'à un moment, je pense que la force d'une transgression, d'une révolution littéraire est telle qu'elle devient incontournable. Mais elle a été détestée. Est-ce qu'elle est aujourd'hui morte, elle est plus fréquentable? Parce qu'on peut la réécrire au gré de la morale. Et ça, c'est absolument dramatique. Mais vous savez, vous ne m'avez pas parlé de ça, et ce qui m'étonne, de la grande transgression de Marie de Régnier qui a été avec Henri Bernstein, parce que j'adore cette belle époque. J'ethnise pas. Ah bah si, parce que ça, c'était extraordinaire. Absolument, vous avez raison, mais on en reparlera, parce que on va rappeler le titre, mais on se revoit dans 15 jours, parce qu'on se revoit encore pour prolonger cette émission. Oh, c'est merveilleux. Voilà, on vous garde. Mais on va donc vous remercier d'être venu. On va reparler de ce livre. Ça s'appelle J'ai péché dans le plaisir. C'est aux éditions Grasset. C'est Abnous Shalmani qu'on retrouve dans 15 jours dans l'Étoile et le Jasmin. Merci Abnous. Merci Maya. אם לא נשכח